L'Italia, l'Italia, c'est des stars. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Aujourd'hui, toujours dans ma série de Who's the Best, que j'avais déjà commencé avec l'équipe de France, qui a eu un bon. Ça a été très lucratif aussi, ce que j'ai fait sur de l'équipe de France. J'ai vu que ça a plu à beaucoup de gens et tout. Je me suis dit alors pourquoi pas me lancer une série un peu sur ça. J'ai fait sur le Cameroun, j'ai fait sur Bordeaux. Bordeaux c'était beaucoup concentré sur les meilleurs joueurs globaux, un peu les joueurs les plus emblématiques de Bordeaux. Et même parce que je fais ce sujet parce que je trouvais un peu que bon, il y avait un peu des incohérences et de l'inculture un peu sur l'histoire un peu de ce club-là, de venir me dire que Zidane est le plus grand joueur de l'histoire de Bordeaux alors qu'il y a eu Alain Giresse. Je trouvais que c'était insultant. Ou qui a été Alain Giresse et qui est le grand joueur qu'Alain Giresse. Je ne parle pas sur le plan global. France, oui, Zidane, ok. Vous me dites que le plus grand joueur français de tous les temps, ça me dérange pas. Mais Giresse, qui est un très grand joueur de son époque et très grand joueur, je ne dirais pas juste grand joueur français, c'est grand joueur de son époque, fait partie, pour moi, est le meilleur joueur de l'histoire de Bordeaux. C'est pas Zidane, c'est lui. Tous les grandes épopées, tous les grandes victoires de Bordeaux dans les années 80, les triplés, les trois championnats de France, les deux Coupes de France, l'épopée en Ligue des Champions. La seule fois où Bordeaux est arrivé en demi-finale de Ligue des Champions, c'est grâce à lui. Deux demi-finales de Coupe des Coupes aussi, c'était grâce à lui. Avec Tigana, j'ajouterais aussi Tigana à côté. Ne mettez pas Zidane au-dessus de Tigana, de Tigana et de Giresse. C'est n'importe quoi, surtout dans Alain Giresse. Alain Giresse est le plus grand joueur de l'histoire de ce club. On faut un peu ramener un peu la maison au centre du village quand j'entends un peu des conneries comme ça. C'est même pour ça que j'ai créé ma chaîne, parce que j'en ai marre d'entendre des stupidités comme ça à longueur de journée. Et j'ai décidé aussi de faire pour les milieux italiens. Bon, ça va être global. Je suis ouvert à ce qu'on me... Comment on appelle ça? On arrive encore à m'apprendre encore beaucoup sur l'Italie. J'ai une bonne connaissance un peu du football italien. Je ne dirais pas que je suis un expert du football italien. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent dans le truc. Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai un peu appris au fur et à mesure où j'ai essayé un peu de décortiquer un peu le football de ce pays, mais maintenant il y a beaucoup de choses qui m'échappent, hein. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent et je suis ouvert à ce que s'il y a des abonnés qui connaissent mieux le football italien que moi, qui n'hésitent pas à m'éduquer, mais je vais parler un peu de mon avis personnel, un peu des joueurs que j'ai vus dans l'histoire du football italien, surtout dans l'histoire de la squadra Azzurra et même du football italien en globalité, qui m'ont marqué. Et on va pas beaucoup s'intéresser justement au milieu de terrain parce que les milieux de terrain italiens, il y a eu des grands milieux de terrain italiens. Très grand milieu italien. Et pour moi, l'Italie est peut-être le deuxième plus grand pays d'Europe. Peut-être certains peuvent dire, historiquement, peut-être le plus grand pays d'Europe, hein. On dit, en termes de avec elle et l'Allemagne. Maintenant, si le cas que les gens me disent historiquement c'est l'Allemagne, ça me dérange pas. Si les gens me disent l'Italie, ça me dérange pas. C'est des immenses pays de ce sport-là. Ils ont eu énormément de grands joueurs, que ce soit en défense, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque. Mais je veux parler surtout des milieux de terrain parce qu'ils ont eu de très beaux milieux de terrain. Déjà, je vois que un peu dans le classement qu'on a fait là, un peu aussi là, c'était un peu fantaisiste, donc j'ai décidé un peu de refaire un peu le mien. Déjà me mettre Verratti dans le top 10 des plus grands milieux de terrain italiens de tous les temps. Je trouve que c'est insultant de faire ça. C'est même pour ça aussi que j'ai décidé de faire mon truc et voilà, vas-y. On va commencer déjà, je vais parler d'abord de ce duo là. Vous voyez ce duo qui apparaît là, ce sont les deux joueurs italiens les plus marquants de cette période-là. Mazzola et Rivera. On peut pas parler de l'un sans l'autre. L'un joue à l'Inter, l'un joue à Milan, l'un a gagné le jeu de la Ligue des Champions avec l'Inter, l'un a gagné la Ligue des Champions avec le Milan AC. Je ne sais pas si Mazzola est Ballon d'Or, je sais que Rivera est Ballon d'Or, mais je ne suis pas sûr que Mazzola est Ballon d'Or. Je vais vérifier encore ça. J'ai l'impression qu'ils sont deux Ballons d'Or, mais j'ai l'impression que c'était Rivera qui est Ballon d'Or et Mazzola n'a jamais été bien classé, mais jamais été. Mais bon, ça n'enlève à rien parce que le fabuleux joueur qu'il a été aussi. Et il faut dire qu'en équipe d'Italie, ils ont eu à un moment donné, surtout à la Coupe du Monde 70, deux joueurs
d'une telle envergure. Le coach italien de l'époque, là, dont je vais sortir le nom, dont j'ai oublié le nom, qui était un des coachs les plus rugueux que je ne connaisse aussi, celui-là, il avait décidé que Mazzola et Rivera ne pouvaient pas jouer ensemble, ils jouaient chacun une mi-temps. C'était un peu ça, un peu qui se passait à l'époque. Et on va pas se mentir, l'équipe, ces deux gars-là, c'était vraiment des virtuoses de leur truc. Le Milan AC qui lamine, le Milan AC qui lamine, pas qui lamine, mais qui piège l'Inter, qui piège l'Ajax de Cruyff en finale de 69. C'est bien le Milan de Rivera qui avait été incroyable ce match-là. C'est un immense joueur. Souvent même, on peut dire même peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Milan AC. Ça me choquerait pas si les gens le disent. Ça me choquerait pas du tout. Un fabuleux joueur. Et Sandra, je sais pas si c'est Sandra ou Sandri Mazzola. Corrigez-moi si je fais une erreur. Mazzola aussi, c'était peut-être pour moi aussi le joueur le plus emblématique de l'Inter. Avec Facchetti, je pense, c'est le joueur le plus emblématique. Certains diront Zanetti aussi. C'est un citron de truc. Mais Mazzola, pour moi, historiquement, Mazzola, c'est l'Inter pour moi. Les premières victoires de l'Inter. Métronome de cette équipe horriblement défensive de Elenio Herrera. Si vous voulez apprendre un peu qui a été un peu l'inventeur de Catenaccio, là, l'Inter n'était pas très beau à avoir joué. Très défensif, très truc, mais elle avait réussi à gagner la Ligue des Champions. C'est deux immenses joueurs de cette époque dont vous devez connaître un peu l'existence et qui méritent d'être parlé et dont vous pouvez voir un peu les ceci sur YouTube si vous voulez un peu découvrir qui sont ces mecs. Et c'était loin d'être des petites danseuses, hein. C'était des super joueurs de l'époque, des immenses joueurs peut-être de ces deux clubs respectifs qui étaient le Milan AC et l'Inter. Après ça, on peut parler de deux joueurs, un joueur encore, peut-être un de mes joueurs italiens préférés de tous les temps aussi. Antonioni de la Coupe du Monde. Moi, je l'ai découvert quand je me suis intéressé à la Coupe d'Italie et sa Coupe du Monde 82. Il était le métronome de l'équipe d'Italie de 82. Antonioni, pour moi, il a un peu le Francesco Totti de l'époque. Comment je m'explique? C'était un numéro 10 à l'ancienne qui avait une vision de jeu truc, et aussi il avait la particularité d'avoir presque fait sa carrière. Bon, il a joué après à Lausanne à la fin de sa carrière. Un autre club, il a été formé qui s'appelle Asri, je sais plus quoi là. Mais il a fait la grande majorité, c'est le joueur le plus emblématique de la Fiorentina, bien avant peut-être comment il s'appelle, les Batistuta. Parce que Batistuta est le joueur emblématique, le plus aimé de l'histoire de la Fiorentina, pour les raisons que vous connaissez. Bon, pour les raisons que vous connaissez. Mais Antonioni, c'est vraiment aussi l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire de ce club. Il a joué presque à la Fiorentina. Il n'a pas un palmarès de ouf, justement, parce qu'il a joué là-bas. Il a préféré jouer presque toute sa carrière là-bas. C'était un incroyable meneur de jeu. Sa Coupe du Monde 82 est un peu assimilable à la Coupe du Monde 2006 de Totti. Un peu assimilable à la Coupe du Monde 2006. C'était vraiment le métronome de l'équipe, incroyable dans ses visions de jeu, incroyable. J'ai été fasciné par ce jeu-là. J'ai dit, il faut que je connaisse ce mec-là. Il est incroyable, c'est qui ce gars. Et je me suis rendu compte qu'il est considéré même encore comme l'un des meilleurs joueurs italiens de tous les temps. Un des plus grands milieux de terrain aussi qu'il y a jamais eu dans l'histoire de foot de ce pays. Un fabuleux joueur. Palmarès qui ne reflète pas vraiment l'immense joueur qu'il était, et aussi le fait qu'il n'ait pas joué dans les grands clubs. Il a préféré rester beaucoup plus à la Fiorentina où il se sentait à l'aise, où il était le capitaine et l'emblème du club à l'époque là. C'est un personnage aussi que j'aime beaucoup. Donc l'histoire a un peu oublié, mais que j'ai envie de remettre un peu dans le tapis parce que j'aime bien remettre un peu des personnages comme ça. Comme ça permet aussi à des gens qui ne connaissent pas encore ce qui était ce mec-là de partir faire un peu leur recherche aussi sur un fabuleux joueur qu'il a été et tout. Antonini était un des plus beaux milieux de terrain de l'histoire du football italien et surtout de la sélection et autres et tout. Et je vais continuer tout juste à côté, un autre immense joueur aussi, Marco Tardelli, beaucoup plus connu pour sa célèbre joie à la finale de 82 contre l'Allemagne, où cette image est restée un peu dans la légende un peu des coupes du monde, cette rage là et tout. Mais outre ça, c'était un fabuleux milieu de terrain box to box qui arrivait à tout faire, attaquer, défendre, très bonne lecture de jeu, très technique, qui a fait une belle partie de sa carrière aussi à, comment on appelle ça,
une belle partie de sa carrière à la Juve où il a été avec Platini aussi des gars très importants. Je pense qu'il est vainqueur de la Ligue des Champions aussi, si je me trompe pas, la Ligue des Champions 85. Je peux me tromper, hein, mais je pense aussi qu'il est parmi l'équipe là. Immense joueur de foot et tout, qui m'a marqué aussi quand j'ai commencé à décrire, à chercher aussi le truc. Puis, je pourrais citer qui encore? Il y a un joueur, je vais partir directement vers aussi les duos. Ce qui m'amuse beaucoup en Italie, c'est qu'il y a eu beaucoup de duos de super joueurs qui ont joué le même poste à un moment donné dans le foot de ce pays. Il y a eu Sandra, il y a Mazzola Rivera, il y a toujours des duos comme ça. Et puis, il y a encore le duo Giannini, Il Principe et Roberto Baggio. Ça a été des grands rivaux hein, pour l'équipe nationale à un moment donné. Il y avait un vrai débat à savoir qui va jouer entre les deux là. Giannini, c'est l'idole de Francesco Totti, c'est la première l'idole de la Roma avant que Francesco Totti ne vienne. Fabuleux joueur aussi, presque un peu dans le même profil. Et Roberto Baggio aussi, bon, je pense pas qu'on a besoin de présenter qui est Roberto Baggio. Personnellement, joueur préféré italien de tous les temps. J'ai grandi avec Roberto Baggio. Le plus aimé, en tout cas, je pense. Pas forcément. Peut-être le plus beau aussi, le plus aimé. Même si on a un peu beaucoup romantisé le personnage, alors que quand tu regardes un peu le personnage, c'était un peu un mercenaire, un peu dans sa carrière, parce que le mec, c'était pas quelqu'un qui aimait les couleurs. Le gars quitte de la Juve à la Fiorentina pour après quitte de la Fiorentina pour aller à la Juve, de la Juve, il va au Milan, après il a l'Inter, c'était vraiment pas quelqu'un qui avait l'âme des couleurs. Ça, on peut le dire un peu, mais quand même, ces histoires en Coupe du Monde ont rendu le personnage un peu, je sais pas comment, il y a une aura médiatique romantique qui s'est créée un peu sur ce joueur-là. Et je dois avouer que Roberto Baggio fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du football italien, quoi. Il fait clairement partie des plus grands joueurs de l'histoire du football italien. Et Giannini a une belle carrière à la Roma. Une belle carrière, même si son palmarès n'a pas été forcément ouf. Il a une très belle carrière à la Roma. Et c'est quelqu'un qui, malheureusement, ses performances internationales n'ont jamais été oufissimes. C'est ça un peu le problème qui a résumé un peu sa carrière. C'est pour ça que Roberto Baggio, on se souvient beaucoup plus de Roberto Baggio que de lui, parce que sa carrière en équipe nationale était un peu, n'a pas été truc. C'est un peu le même truc que je pourrais dire un peu pour Roberto Mancini, que je ne classe pas parmi les milieux de terrain, mais que je classe parmi les deuxièmes attaquants, milieu de terrain. Mais Giannini, c'est ça qui a été un peu le problème de sa carrière. C'est pour ça qu'on l'a oublié dans l'histoire. Déjà, il y a l'émergence de Francesco Totti, mais en plus, il y a le fait que, en équipe nationale, chaque fois qu'il a été truc n'était pas ouf, alors que Roberto Baggio, les coups du monde 90, la coupe du monde 94, même la coupe du monde 98, il n'est pas mal, ça a resté dans les mémoires des gens, le but de Roberto Baggio contre la Tchécoslovaquie. Tout ça, là, fait partie un peu de la légende de Roberto Baggio, alors que Giannini, sa légende, c'est à la Roma. Elle est reconnue par certaines générations de la Roma. Oui. Certaines générations de la Roma, comme j'étais en train de le dire, c'est seulement certaines générations de la Roma qui connaissent vraiment la légende de Giannini. Tu parles aux jeunes générations, même aux gens de ma génération, connaissent pas, tu les parles de Giannini. Vous savez que avant Totti, ils avaient une légende qui s'appelle Giannini. Donc, il est un peu passé inaperçu. Donc, vous savez, mon goût pour remettre toujours des gens qui ont marqué l'histoire et de ne pas les oublier, surtout s'ils ont marqué l'histoire d'un club ou d'un truc comme ça. Moi, je suis toujours adepte de l'histoire des choses. L'histoire ne commence pas seulement à la génération à laquelle on a grandi. L'histoire commence même avant nous et tout. C'est toujours intéressant de faire. Donc, c'est pour ça que j'en parle aussi de ce joueur-là. Après, Roberto Baggio, on peut parler aussi de ce duo aussi qui a été un peu le Roberto Baggio-Giannini des années 2000. Ça a été Totti et Del Piero. Totti et Del Piero, un peu, c'est particulier, hein. C'est deux très grands joueurs du football italien. Totti a une fabuleuse carrière, il représente un peu un football particulier, un football un peu romantique, l'homme qui a refusé au firmament de sa carrière le Real Madrid, un pont d'or au Real Madrid pour rester à la Roma, est devenu cette légende absolue de la Roma. La Roma, c'est Totti. Il a apporté un championnat d'Italie là-bas.
Bon, en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, ça n'a pas toujours été ça. Il est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du championnat italien, mais Totti aussi, c'est des grandes épopées avec l'équipe nationale. On parle l'Euro 2000, il est incroyable à l'Euro 2000. Et la Coupe du Monde 2006 à laquelle il gagne, même si il est le métronome de l'équipe aussi et qui il joue à 30% de ses capacités, il arrive à faire quand même une Coupe du Monde très 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 bien respectable. C'est pour ça qu'il marque beaucoup plus. Del Piero, sa carrière, la Juve, la Ligue des Champions 96, finale 97, 98, les nombreux championnats qu'il a gagnés avec la Juve, c'est l'homme de la Juve. Mais le problème avec Del Piero aussi, c'est l'équipe nationale. L'histoire en équipe nationale a été toujours un peu contrastée. En 96, il arrive, bon, il est remplacé, il n'est pas vraiment titulaire et tout, et l'équipe sort au premier tour. En 98, il arrive à la Coupe du Monde blessé. Je me trouve pas où c'était après la Coupe du Monde. Oui, il arrive blessé un peu, c'est pour ça qu'il n'est pas très au top et tout. À l'Euro 2000, il est remplaçant et il fait des ratés face à face contre la France, qui fait que c'est resté beaucoup un peu dans l'imagerie italienne. Et la Coupe du Monde 2006, il vient là tout remplaçant. On se rappelle de son but contre l'Allemagne et tout, avec le fameux Indiamo Berlin, Indiamo Berlin, qui a un peu marqué un peu les Italiens à l'époque là. Et Piero, c'est surtout sa carrière en équipe nationale est contrastée par rapport à sa carrière en club. Entre les deux, Totti et Del Piero, franchement, c'est face A, face B. Hein. Vous pouvez choisir et tout. Hein. Mais moi, je lui aurais beaucoup plus pour Totti un peu. Del Piero aussi, c'est romantique parce que c'est la Juve, mais bon. La Juve, quand tu vois Moji, quand tu vois que tu as un peu du mal un peu à partir vers un club comme ça, il y a trop eu de saleté dans ce club-là. C'est pas comme si la Roma, c'est forcément propre. Mais par rapport à la Juve, il y a trop, Calciopoli, Moji, même le Totonero de 82. Il y a trop de sales, la créatine. Oh non, il y a trop, la Juve, il y a trop de sales histoires. La Juve, il y a trop de sales histoires pour que je puisse aimer ce club-là. C'est pas comme si je fais que la Roma, c'était propre. La Juve, il y a trop de sales histoires. C'est pour ça que même quand il y a un beau personnage comme Del Piero, je n'arrive pas à succomber, alors que Totti, la Roma n'a pas forcément gagné beaucoup de titres de championnat. Mais le dernier titre de championnat d'Italie de la Roma, c'était avec lui. C'est un personnage fabuleux, quelqu'un qui a repris le truc, même si c'était un peu aussi un feignant. Il n'a pas beaucoup bossé. S'il bossait beaucoup plus, il aurait encore été beaucoup plus fort que ça. Mais bon, ça reste un personnage. Tout juste après Del Piero et Antonini, c'est mon personnage italien préféré dans l'histoire du foot. Après, je pourrais citer encore qui? Je pourrais citer encore deux personnages. Parce que c'est toujours un doublette, hein. Qui sont les espoirs déchus, pour moi, du football italien? Je veux parler de Aquilani et Montolivo. Ces deux gars-là, oh, là-bas, ils avaient tout pour être les nouveaux Giannini Baggio ou, comment il s'appelle encore? Del Piero Totti. Aquilani avait un moment donné, joué à la Roma, je l'appelais Totti 2. Montolivo, il était fabuleux à la Fiorentina. À la Coupe du Monde 2006, c'est pas la Coupe du Monde 2006, 2010 plutôt. Certains matchs, il est incroyable. Mais Aquilani et Montolivo c'était fabuleux hein, quand ils voulaient jouer. Seulement que leur carrière n'a pas été tout bon. À l'Euro 2012, quand Prandelli avait essayé de faire un peu un milieu de terrain, Aquilani, Montolivo, mais Aquilani, c'est les blessures. Énormément de blessures, Aquilani. Ça, c'était mes joueurs italiens préférés de cette période-là, des années 2010, là. J'adorais ces mecs-là. Mais les blessures d'Aquilani. Montolivo, il était tuc, il montait, il descendait. Après, il est parti au Milan, c'est à la période pas la plus sexy du Milan. En plus. Donc, ce qui fait que sa carrière a un peu été en sinusoïdal, mais pour les vrais connaisseurs de ballon, j'ai adoré un mec comme Aquilani et Montolivo. Même la courte période où Prandelli était en équipe nationale et qu'ils étaient là un peu, j'adorais Montolivo. Donc, dans le même registre, je pourrais parler un peu de Marchisio qui, lui, il a une plus belle carrière que ces deux-là. Marchisio qui était vraiment un super milieu de terrain, qui a fait une belle carrière à la Juve, une légende de la Juve. J'ai souvent envie de dire, pour les cocos qui parlaient que ouais, Pogba à la Juve, c'était truc. Ah, Pogba c'était à la Juve parce que à l'époque, il y avait Pirlo et Marchisio.
il y avait Vidal. Donc, c'était un peu facile pour lui, un peu de faire ses facéties là. Chaque fois qu'il entrait sur le terrain, il pouvait qu'il essayait un peu de faire ses conneries, il lui tirait un peu l'oreille, il dit, bon, tu fais pas les trucs, tu me suis là. C'est ça, il y avait des milieux de terrain d'énorme qualité, plus que Pogba. Le truc, et Marquisio faisait partie aussi des très, très, très beaux milieux de terrain de son époque. Je n'ai pas envie de vous parler de d'Andrea Pirlo. Je crois qu'il y a tout a été dit sur le mec. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose à dire encore sur un gars comme ça. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Qu'est-ce qu'on va dire de plus sur le gars? Si vous comprenez pas qu'Andrea Pirlo est un milieu de terrain de ouf, qu'est-ce que vous voulez dire dessus? Maintenant, de là à le mettre le plus grand milieu de terrain italien de tout le temps, je dis non. Je pourrais pas mettre devant des gars comme Roberto Baggio. Ça, je sais pas. Je peux mettre les Rivera, ou Mazzola et autres et tout. Mais quelqu'un qui a révolutionné un peu un poste, grâce à lui et à Ancelotti, dans la vision un peu qu'ils avaient de ce poste de meneur de jeu reculé. Oui, ça a changé le foot à jamais, ce truc-là. Et de là à ce que vous me le comparez à... De là à ce qu'elle dit que c'est le plus grand milieu de terrain italien de tous les temps, je ne suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord, mais... Soit, il n'y a rien à dire sur Pirlo, voilà, les trucs. Je mettrais un peu à man honorable, un peu des joueurs qui ont été un peu oubliés dans l'histoire du foot, qui était un peu un de mes préférés. Dino Baggio, je vous ai parlé un peu de Dino Baggio, un peu dans mon sujet sur le Classico, là. Et Albertini, qui étaient des joueurs trucs, qui ressemblaient à trucs. Je parlerai d'Ancelotti. Ancelotti était un très, très beau joueur milieu de terrain italien. Très, très beau milieu de terrain italien à son époque, surtout à le grand Milan de Sacchi, même s'il avait aussi une belle période à la Roma, technique, box to box et autres et tout. Gino Baggio, Albertini, Ancelotti était un peu le même truc. Mention honorable aussi à Capello, qui était aussi un joueur de devoir dans les années 70, pas forcément dans la période la plus sexy du football italien. Capello, oui, il a été aussi joueur de foot international, même italien et tout. J'aurais pu parler. Thiago Motta, il n'a pas une histoire longue avec l'équipe nationale, donc je peux pas vraiment le mettre là-dedans. Mais globalement, voilà un peu les joueurs italiens. Si je n'ai pas au truc, j'aurais pu citer Camoranesi, ça c'est des mentions honorables. Hein. Camoranesi, j'aurais pu citer des Di Biagio, ça c'est des mentions honorables. Mancini, comme je vous l'ai répété, je le vois plus comme un deuxième attaquant, comme milieu de terrain. Donc pour moi, je l'ai évité de parler de lui dans ce classement-là. De joueurs un peu comme ça, de clubs un peu qui m'ont plu, qui étaient des, bon, je pense que c'était ailier un peu, l'ailier droit, milieu droit un peu, des petits chouchous un peu comme ça, là, comme Attilio Lombardo, pour la grande période de la Sampdoria de Boscov, là. Il y avait un joueur que j'aimais beaucoup, là, avec le look, il était un truc particulier, pur joueur des années 90, là. Attilio Lombardo, je l'aimais beaucoup. Et tout ça, c'est vraiment mes préférences un peu personnelles, un peu, que je balance là. Mais globalement, si vous me citez parmi les meilleurs milieux de terrain que je dirais toujours Baggio, Antonini, Rivera, Mazzola, après je mettrais Pirlo. C'est un peu les 5 que je mettrais. Les 5 que je mettrais. Après les 5 là, vous pouvez faire le truc, mais c'est le top 5 un peu global, un peu des gars que j'ai le plus aimé. Maintenant, quand je mets Baggio devant Rivera et autres et tout, c'est pas que je dis que Baggio était forcément plus fort que Rivera, c'est que c'est ma sensibilité particulière avec ce joueur-là qui fait que je le mette à cette position-là. Et sinon, globalement, ce pays-là regorgé de milieux de terrain de génie. Maintenant, si on peut faire aussi mon éducation sur les autres grands joueurs du championnat italien ou de la sélection nationale qu'il y a eu dans ce pays, je suis prêt à ouvert à ce qu'on fasse mon éducation un peu sur ça. C'est à ça aussi que sert cette page, à découvrir des gens aussi qui peut-être ont une culture beaucoup plus approfondie sur certains de ces sujets-là dont j'aborde. Je suis toujours ouvert à ce qu'on m'apporte de nouvelles informations parce que moi, je le dis, l'important n'est pas de connaître, l'important est de chercher à connaître. C'est quand tu cherches à connaître que l'intelligence, c'est pas connaître. L'intelligence, c'est chercher à connaître. Et quand tu cherches à connaître, tu es toujours dans la quête de connaissances, forcément tu développes ta culture et tu développes forcément ton cerveau. Et donc, quand tu as toujours l'humilité de dire, ah, il y a quelque chose, il y a des choses que je ne sais pas, parce que la vérité, c'est qu'on ne sait jamais rien, qu'il faut chercher à savoir. Donc, moi, je suis ouvert à cela. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.